Alors, imaginez un instant. Et si une idée philosophique, une idée bannie par la science il y a des siècles, faisait aujourd'hui son grand retour, portée par cette même science qui l'avait rejetée? C'est l'histoire assez folle du retour de ce qu'on appelle la cause finale. On va commencer par une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui en réalité est absolument vertigineuse. Pourquoi les choses existent-elles? Et puis, pourquoi ont-elles cette forme-là et pas une autre? Pour tenter d'y répondre, la pensée occidentale a longtemps, disons, jonglé avec de grandes explications. D'un côté, il y a la cause qu'on appelle efficiente. Pensez-y comme ce qui pousse par derrière. C'est la cause purement mécanique, l'image classique de la boule de billard qui en percute une autre. Et de l'autre côté, on avait la cause finale, le but, ce pourquoi une chose existe, ce qui la tire en quelque sorte vers le futur. Sauf que, bam, révolution scientifique. Et là, on a fait un choix radical. On a gardé la mécanique et on a mis l'idée de but à la poubelle. Jugée trop subjective, pas assez scientifique. On va voir dans cette première partie comment cette idée a été bannie par la modernité. Parce que cette mise à l'écart, croyez-moi, elle est loin d'être anodine. Elle a complètement, mais alors complètement, façonné notre vision du monde. En abandonnant l'idée d'un pourpoids, la vision moderne a commencé à voir l'univers comme une sorte d'immense horlogerie. Un mécanisme froid, une simple suite d'enchaînements aveugles. Chaque événement n'est que le résultat mécanique de celui d'avant, sans la moindre attention, sans le moindre sens derrière tout ça. Et la justification pour ce grand nettoyage, elle était assez simple en fait. Parler de but dans la nature, c'était vu comme une simple projection de nous-mêmes, les humains. Le terme technique, c'est anthropomorphique. En gros, on accusait nos ancêtres de prêter leurs propres intentions à un univers qui, lui, est totalement neutre et indifférent. Ok, cette vision purement mécanique, elle est très élégante sur le papier. Sauf qu'il y a un hic, un énorme hic. Un véritable puzzle qui vient tout remettre en question, et c'est le problème des formes qui persistent. Ce puzzle, il est directement lié à l'une des lois les plus fondamentales et les plus implacables de la physique, la fameuse deuxième loi de la thermodynamique. Pour la faire très simple, elle nous dit une chose assez déprimante. Tout, absolument tout dans l'univers tend naturellement vers le désordre, vers la dégradation. C'est le principe d'entropie. L'énergie se dissipe, les structures se défont, le chaos augmente. Alors là, la question devient évidente, non? Si la tendance universelle est au chaos, comment on explique qu'on soit entouré de formes super stables et parfois incroyablement organisées, qui durent? Et attention, on ne parle pas de 2 ou 3 exceptions qui se battent en duel. Pensez-y une seconde, des étoiles qui brûlent des milliards d'années, des cyclones qui maintiennent leur structure parfaite au milieu du chaos, des cellules vivantes dont la complexité est juste folle, ou même des écosystèmes entiers. Toutes ces formes, on dirait qu'elles ne font pas que subir le désordre ambiant, elles semblent y résister, et même très activement. Alors, comment on sort de ce casse-tête? Eh bien, la clé se trouve dans un concept super puissant, l'émergence. C'est l'idée un peu contre-intuitive que l'ordre peut naître spontanément du désordre. Pas par magie, mais en suivant des lois physiques très précises. En fait, tout est une question de comprendre ce qui tient. Les scientifiques, ils ont un nom un peu compliqué pour ces formes, des structures dissipatives. Mais oubliez le mot, l'idée derrière est toute simple. Ce ne sont pas des objets figés, statiques. Ce sont des processus dynamiques qui arrivent à maintenir leur organisation parce qu'ils sont traversés en permanence par un flux d'énergie. L'exemple parfait, c'est le tourbillon dans l'évier. Il n'existe que tant que l'eau coule. Coupez l'eau et pouf, plus de tourbillon. D'accord, mais comment ça marche concrètement? On peut décomposer le processus. D'abord, un flux d'énergie traverse un système. Spontanément, plein de petites organisations se forment un peu au hasard. La plupart sont complètement instables et elles se dissolvent quasi instantanément. Mais, et c'est ça le point clé, certaines formes se trouvent être, par leur structure même, plus efficaces pour canaliser cette énergie. Et donc, elles se maintiennent, elles persistent. C'est une sorte de sélection naturelle, mais pour la stabilité, pas pour la survie. Donc, ce qui émerge au final n'est jamais vraiment arbitraire. Ce n'est pas le fruit du hasard pur, c'est la conséquence directe d'une contrainte physique. La forme qu'on finit par observer, c'est tout simplement celle qui a réussi à tenir. Toutes les autres, moins stables, ont déjà disparu. Et c'est là précisément qu'on boucle la boucle. Cette nouvelle manière de comprendre la stabilité nous force à ressortir du placard notre vieille idée bannie, la cause finale, et à la redéfinir de A à Z. L'erreur fondamentale de la pensée moderne, c'était peut-être de croire que finalité voulait forcément dire intention consciente. De penser qu'un but devait forcément ressembler au plan d'un artisan qui fabrique une chaise, vous voyez? Mais si la véritable finalité dans la nature était quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup moins personnel? Alors accrochez-vous bien parce que voici la nouvelle définition, c'est vraiment le cœur de toute notre analyse. La cause finale d'une chose, ce n'est pas un objectif lointain vers lequel elle tendrait, non. C'est sa forme actuelle, ici et maintenant, qui est la condition même de sa persistance.
La finalité d'une cellule vivante, ce n'est pas un plan, c'est l'ensemble de son organisation qui lui permet à chaque instant de ne pas mourir. On pourrait même la rebaptiser, pour être plus clair, la cause d'émergence. Elle ne répond plus à la question « dans quel but ?», mais plutôt à « pourquoi cette organisation précise a-t-elle émergé et pas une autre ?» Et la réponse, maintenant, on la connaît, parce que c'est la seule configuration qui était stable, la seule qui tenait la route dans ces conditions. C'est un renversement logique complet en fait. La forme n'est plus un simple résultat passif de ce qui l'a précédé, elle devient la condition active de son propre maintien. D'une certaine manière, on peut dire que sa propre existence est sa propre finalité. Et tout ça, ce n'est pas juste un petit jeu de mots philosophiques, loin de là, ça nous oblige à repenser la causalité elle-même et finalement à adopter une nouvelle logique pour comprendre le réel. Mais attention, il y a un point crucial ici. Il faut bien faire la distinction. Réhabiliter la cause finale, ça ne veut absolument pas dire revenir au téléologisme, c'est-à-dire à l'idée d'un grand architecte ou d'un plan divin qui guiderait tout. Pas du tout. Il s'agit d'une téléologie naturaliste, objective. La finalité est une propriété qui émerge des contraintes physiques du système lui-même, sans aucun plan extérieur. Le message clé à retenir, c'est donc celui-ci. Pour comprendre le monde, s'intéresser uniquement à ce qui pousse, eh bien ce n'est plus suffisant. Il faut aussi, et peut-être même surtout, comprendre ce qui tient, comprendre la logique de la persistance. Finalement, cette très vieille idée philosophique, une fois passée au crible de la science d'aujourd'hui, nous laisse avec cette pensée assez puissante. Comprendre l'être, ce n'est pas seulement remonter la chaîne des causes passées, c'est avant tout comprendre la forme qui lui permet, ici et maintenant, de durer.